Bonjour, Mustapha Sanogo, bonjour. Akissi Eba, bonjour. Adomania France, bonjour. J'embrasse tout le monde. Hein. Baboura Mali Yassi, bonjour. Bintou Sanogo, bonjour. Madengue Diaby, bonjour. Doc Champion, bonjour. Modestine Seibi, bonjour. Yaria Kone, bonjour. Dosso Nogosu, bonjour. Malika Kim, bonjour. J'embrasse tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Consti Doumbia, je t'embrasse, bonjour. Sendou Karamoko, bonjour. Bacchus fils Abdoulaye, bonjour. Mais j'embrasse, je fais plein de cœur. Mariam Bamba, plein de cœur. Mousse Brover, bonjour. Ousmane Traoré, bonjour. Amadou Tidjan Touré, bonjour. Pensei Solastique, je t'embrasse. Là, je l'ai vu aujourd'hui, ma soeur. Je t'embrasse. Zakaria Kola, Djibril Traoré, Nathalie Zamour, Las J. Mais j'embrasse tout le monde. Il y a tellement de André Régnier. Je vous embrasse. Amara Dosso, je vous embrasse. Las J, je vous embrasse. Sendou Karamoko, je vous embrasse. Aziz Fala, je vous embrasse. J'embrasse tout le monde. Et puis, mais j'espère pour les Valentines présentes, vos Valentins vous ont fait énormément plaisir. Et puis pour les Valentins, et que votre Valentine vous ont fait énormément plaisir. Voilà. Comme on dit, c'est la fête des amoureux. En tout cas, je pense que tous les jours, on est amoureux. L'amour, ça se fait tous les jours. Ça se célèbre quand on peut. Quand on a... Voilà, on essaie d'égayer l'amour quand on peut. C'est tout au long de l'année. Mais il y a une journée qui a été dédiée pour les amoureux. En tout cas, pour acheter des roses. Voilà. Donc, j'espère que, surtout pour les femmes, mes princesses qui sont là, et que votre amoureux, quand il vous envoie la rose, il y a toujours un petit bijou à côté. On ne vous amène pas une rose simple. Une rose accompagnée d'un petit bijou. C'est pas mal. Même une petite pierre, c'est pas mal. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis bonjour, bienvenue d'être là. Merci pour ceux qui ont commencé à partager cette vidéo. Mes amis, en ce dimanche, jour du Seigneur pour les croyants catholiques, hein, et puis jour dimanche pour tout le monde, jour de repos pour tout le monde, je voudrais partager quelques sujets avec vous ce soir qui me tiennent vraiment à cœur. Je sais que c'est la Saint-Valentin, mais je ne parle pas de la fête des amoureux aujourd'hui parce que je l'ai dit, c'est tous les jours qu'on est amoureux. Aujourd'hui, je voulais partager quelques questionnements avec vous et je pense qu'il est important. Il est très important de partager quelques angoisses, parce que oui, c'est aussi des angoisses et je voulais partager quelques éléments avec vous. Avant de commencer, je voulais vous montrer cette image de moi. Voilà, vous voyez, c'est le même, cette image de moi. Je vous mets la photo là pour vous dire, parce que j'ai vu quand même, avant de commencer notre direct live, j'ai vu une publication, on m'a envoyé une publication avec cette photo-ci. La photo, je l'ai prise en janvier dernier. Oui, cette photo-là, elle date pas d'aujourd'hui. En tout cas, c'était depuis l'année dernière que j'ai fait cette photo avec ce même pagne. Mais il paraît que sur la toile, il y a un challenge qui a été lancé. Donc, cette photo a été récupérée parmi mes photos. Et puis, les personnes en font leur challenge. Je vais juste vous dire et dire à tous ceux qui ont vu cette photo quelque part. Cette robe m'a été offerte par Madame Gossiou Marcel, ma grande soeur, que j'embrasse très très fort. Hortense Gossiou, que j'embrasse très très fort avec ses enfants du côté d'Abidjan. C'est Madame Gossiou Marcel, paix à son âme, Gossiou Marcel, qui m'a offert cette robe. Il y a 2 robes comme ça. Elle m'a fait, chaque fois que je pars à Abidjan, quand je vais à Abidjan, chaque fois que je suis à Abidjan, je vais à la maison chez Madame Hortense Gossiou. Généralement, je mange plus même chez elle que chez ma mère. Donc quand j'arrive à Abidjan, elle me fait toujours à manger. C'est toujours 4 à 5 repas. Elle me fait le abolo que j'adore beaucoup. J'adore le abolo avec les plots. Elle me fait les abolos. Elle me fait mon clé. Elle me fait du copain. Elle me fait tout. Frère, il y a plusieurs repas comme ça qu'elle fait. Il faut que je goûte à tout. C'est pour ça que quand je vais à Abidjan, je grossis.
C'est parce que je mange tout chez elle. Et puis j'ai toujours mon Imanko à côté. Donc cette robe m'a été offerte par Madame Gossio Marcel, que j'embrasse très très fort. C'est une belle robe, simple et magnifique, que j'adore vraiment. Et donc il y a un challenge qui est lancé sur la toile. Et il se trouve que le tissu correspond à leur tissu des challenges. Donc je ne sais pas si c'est via la robe que le challenge a été lancé. Mais sincèrement, je veux juste dire à tout le monde, bon, j'ai trouvé ça drôle et rigolo, mais je ne fais pas partie vraiment de ce challenge-là. Je l'ai découvert aussi sur la toile comme tout le monde. Mais il y a très longtemps que j'ai cette robe quand même, qu'elle m'a été offerte par Madame Gossio. Je pense qu'il y a 1 an de cela qu'elle m'a été offerte. Je t'embrasse, ma maman Adèle Gay. Je t'embrasse très très fort. Donc voilà. Donc la robe, vraiment, s'il y a longtemps, je l'ai. Et donc, je ne fais pas partie du challenge. Voilà, je voulais apporter cette précision avant de commencer notre direct live. Mes amis, mes frères et mes sœurs, à vous tous, comme tout le monde entier est inquiet. Voilà. Le monde entier est inquiet, des pays sont inquiets, des États sont inquiets. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une... on est aujourd'hui confronté à des réalités, que ce soit des réalités climatiques, que ce soit des réalités des virus. Aujourd'hui, le monde entier est confronté à ces réalités-là. Et c'est en ce moment, j'ai envie de partager des questionnements avec vous, comme je l'ai intitulé, des enjeux politiques et sociaux. Ce sont des enjeux politiques et sociaux que je voulais partager avec vous, parce que moi, j'ai des questionnements. Ça fait quelques jours, si vous l'avez remarqué, je suis parfois absente, mais je suis très angoissée. Et quand je suis angoissée, je me réfugie un peu en moi et puis je me mets en connexion. J'essaie de me mettre en connexion avec ce que j'appelle le spirituel. Donc, je me mets à prier beaucoup. Contrairement à ce que les gens peuvent imaginer de moi, penser de moi, moi, je suis très spirituelle. Et quand j'ai besoin, quand j'ai beaucoup de questionnements comme ça, je me réfugie dans la prière et j'essaie de trouver un peu de sérénité pour pouvoir moi-même m'apaiser afin de venir aussi et dialoguer avec vous. Donc, j'essaie de me ressourcer dans les livres, dans des livres saints. Et moi, je n'ai pas de complexe vis-à-vis des livres, de tous les livres d'ailleurs. Le Coran, quand j'ai la possibilité que c'est le Coran, mais quand il est en français, je le lis, je ne comprends pas l'arabe, mais je lis aussi beaucoup la Bible, comme le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Je lis tous les livres saints, je n'ai pas de complexe vis-à-vis de ça. Là, je suis en train de chercher la Torah. J'ai envie de lire aussi pour comprendre ce qui est écrit là-dedans. Je suis très curieuse, mais c'est mon côté spirituel qui cherche comme ça, parfois des questionnements sur des choses que je ne comprends pas forcément, et je vais chercher dans les livres pour trouver des réponses, afin aussi, moi aussi, de me cultiver et de m'apporter une ouverture d'esprit sur ce que je pense savoir et ce en quoi je crois. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais partager ces questionnements avec vous sur les enjeux qui guettent notre pays. Vous savez, mes amis, je suis très inquiète et je prie beaucoup pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et je demande à tout le monde aussi, chacun dans son coin, de prier pour notre pays. De prier beaucoup pour le président de la République, parce que c'est lui l'autorité. C'est lui qui est à la tête de notre pays. Et je prie beaucoup pour le président Alassane Ouattara. En ce moment, les gens peuvent interpréter comme ils veulent, mais je vais partager ça avec vous. Et je vous dis pourquoi je partage ça avec vous aujourd'hui, que je prends le temps de parler de quelque chose, peut-être de l'ordre de personnel, je vais le partager aussi avec vous. Regardez le monde qui est confronté au Covid-19. Covid-19, aujourd'hui, le monde entier est confronté au Covid-19. Dans le temps, les hommes, les États se faisaient la guerre de façon physique, avec des armements, avec des avions, avec des bombes, avec des armes. C'était des guerres. Mais aujourd'hui, on est confronté, on a l'impression qu'on est dans une forme de 3e guerre mondiale un peu, au fait. Je ne dis pas que c'est la 3e guerre mondiale, je ne veux pas avoir des difficultés avec des services de renseignement, mais en tout cas, je dis, on a le sentiment d'être dans une 3e guerre mondiale. Mais cette guerre-là, c'est le monde entier qui se bat contre l'ennemi. C'est-à-dire qu'on n'a pas plusieurs ennemis, on a un seul ennemi, c'est le virus. Le monde se bat contre un seul ennemi. Ce n'est plus les États qui se battent. Ce n'est plus les États qui se battent entre eux. Ce n'est plus la France qui fait la guerre à l'Allemagne, ni l'Allemagne qui fait la guerre à la France. Ce n'est plus la guerre d'Indochine. Ce n'est plus la 2e guerre mondiale. Mais c'est le monde entier, c'est-à-dire tous les États du monde entier font la guerre contre un seul ennemi. L'ennemi, c'est qui?
C'est un virus, il est invisible, on ne le connaît pas. Il se transforme, il change de visage. Covid-19. Covid-19, on se retrouve aujourd'hui avec des variants. Donc, variant marocain, variant brésilien, variant sud-africain, variant anglais, et il y a plusieurs variants. C'est-à-dire, au moment où on trouve un vaccin, pour dire on va essayer de maîtriser le virus a muté, il a changé de visage. Donc, ça veut dire que le vaccin qu'on a trouvé là, c'est même pas sûr que ce vaccin-là va calmer le virus, puisque le virus a changé de visage. C'est comme un bandit. Il rentre dans une maison avec un t-shirt rouge. Il a fini de voler, il sort de la maison, il change de t-shirt, il porte un t-shirt noir. Mais toi, tu as vu quelqu'un qui a t-shirt rouge, donc tu poursuis celui qui a t-shirt rouge dans la rue. Mais quand tu sors pour le poursuivre là, le temps de sortir pour courir derrière la personne qui a t-shirt rouge, tu vois quelqu'un, 3 personnes qui ont t-shirt noir, bleu, vert. Donc toi, tu cherches t-shirt rouge. C'est ça le problème du vaccin. On trouve un vaccin pour maîtriser un virus. Sauf que ce virus a changé de visage, il a muté. Maintenant, le visage qu'il a changé là, il a plusieurs visages. Il a visage marocain, donc le virus marocain. Il a visage sud-africain, le virus sud-africain. C'est-à-dire qu'il a muté, variant sud-africain. Il a pris variant brésilien, variant anglais. Donc, on ne sait plus. On ne connaît pas leur visage, mais on se bat avec un seul ennemi qui est le virus. Le virus qui se transforme au fur et à mesure. Voilà la difficulté auquel le monde fait face aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, prions pour nos États. Prions pour les chefs d'État africains. Laissons la guerre politique de côté. À l'heure où nous sommes là, nous sommes en guerre contre un seul ennemi qui est le virus. Les amis, au moment où l'Afrique a la chance, comme tout le monde le dit, l'Afrique a la chance. Il y a moins de morts en Afrique. Il y a moins de morts en Afrique. Où on se dit, oh l'Afrique, pour une fois, l'Afrique a la chance. En ce moment-là, Ebola commence à faire son apparition sur le continent. Ebola qui est plus dangereux que Covid. Ebola qui est très dangereux, rapide que Covid. Ebola, la fièvre monte comme Covid. Les maux de tête comme Covid. En même temps, hémorragie, tu meurs. Ebola apparaît en Afrique de l'Ouest. Donc actuellement, il y a 4 décès du côté de la Guinée-Conakry. Pays frontalier à la Côte d'Ivoire. 2 morts du côté du Congo. Au Nigeria, on n'en parle pas encore parce qu'on ne connaît pas exactement. Pour l'instant, on est dirait sur le Nigeria. Le monde entier est confronté. Ça veut dire, nous sommes en guerre. En guerre contre un virus. C'est pour ça, en ce dimanche, j'ai dit jour du Seigneur. Pourquoi j'ai dit jour du Seigneur? Parce que les chrétiens du monde entier, le dimanche, c'est une journée où les chrétiens prient. Le vendredi, c'est la journée sainte où les musulmans du monde entier prient. Et les juifs, la religion des judaïsmes, le vendredi, ils prient. Vendredi est jour saint. En ce dimanche, je veux interpeller nos compatriotes du côté de la Côte d'Ivoire. Je veux interpeller nos compatriotes du côté de la Côte d'Ivoire pour dire, prions tous pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Je veux interpeller les Africains de chaque pays d'Afrique. Ce n'est pas le moment de se faire la guerre politique. Puisque les États, le monde entier est déjà en guerre. Ce n'est pas le moment de faire la guerre politique. Puisque le monde entier est déjà en guerre. Nous sommes déjà en guerre. En guerre contre qui? Un ennemi commun. Il est invisible, il s'appelle virus. Mais nous sommes déjà en guerre. Est-ce que dans cette guerre-là, nous allons rajouter encore notre guerre politique dans cette guerre contre le virus? Prions pour nos États. La prière, c'est... La prière est universelle.
En fait. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit judaïste, qu'on soit athée. Parce que la prière, là, c'est la parole. Et la prière, c'est le vœu qu'on formule. C'est ça la prière. Ce n'est pas une question de religion. C'est le vœu qu'on formule. Qu'est-ce que nous voulons pour nos États? Qu'est-ce que nous voulons pour l'Afrique? Qu'est-ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que nous espérons pour notre pays? Qu'est-ce que nous voulons pour nos compatriotes, nos frères, nos familles restés en Afrique? Quel est notre souhait aujourd'hui face à ce virus? C'est ça la prière. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'est-ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire? C'est ça la prière et c'est ce que j'invite tous les Ivoiriens dans leur ensemble de prier. Formulons un seul vœu pour notre pays. Que notre pays soit épargné. Que l'Afrique qui est fragile soit épargnée. C'est pour ça, avant de commencer, je vous ai dit, mes frères et mes sœurs, mes compatriotes, prions pour que Dieu accorde longue vie au président Alassane Ouattara. Prions pour que Dieu accorde longue vie au chef de l'État. Voyez, la Côte d'Ivoire est encore fragile. Notre pays est encore fragile. Moi, je suis angoissée. J'ai des angoisses. Je viens souvent devant vous avec assurance. Mais parfois, je suis angoissée. Mais c'est bien d'avoir des doutes et de douter de moi-même. Regardez la fragilité de notre pays. Si aujourd'hui, c'est que je ne souhaite pas, je touche du bois, comme on dit. Je touche du bois. Le pays qu'on est en train de voir là, si quelque chose arrive à celui qui a la tête de l'État, que sera la Côte d'Ivoire? C'est la question que je veux que chaque Ivoirien se pose. Chaque Ivoirien doit se poser cette question. Là où nous sommes aujourd'hui, un pays encore fragile, même si des efforts, il y a des efforts pour pouvoir arriver à une cohésion de paix, il y a des efforts pour arriver à une paix sociale, il y a des efforts pour consolider, pour réunir les Ivoiriens, il y a des efforts. Même si je touche du bois, vous tous qui m'écoutez là, aujourd'hui dimanche, si quelque chose, c'est que je ne souhaite pas, puisque chacun est focalisé dans son idéologie, croyant que c'est son parti politique est mieux que notre parti politique, croyant que c'est son leader politique est mieux que l'autre. Mes frères ivoiriens, c'est pour ça que je parlais de la prière et que je dis la prière est un vœu, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, le vœu qu'on fait là, c'est la prière. Parce que Dieu a dit, Dieu lui-même est la parole. C'est à travers la parole qu'on exprime Dieu. Donc, la prière là, c'est le vœu, c'est notre expression. Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit athée, qu'on soit bouddhiste, qu'est-ce qu'on souhaite pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est ça la prière. Voyez, c'est pour ça que j'ai parlé des enjeux. Je parle de l'inquiétude. Je parlais des enjeux, je parle de l'inquiétude. Mes amis, vous allez vraiment m'excuser. J'ai un appel important, excusez-moi. Oui, allô? 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 Je me suis déplacée. Mais Dieu fait grâce. Ça va. Très bien. Très bien, à toutes. Ouais.
Désolée les amis, vraiment désolée, j'ai eu un appel, je suis vraiment désolée, j'ai eu un appel que je ne pouvais pas, désolée. J'ai eu un appel que je ne pouvais pas, voilà, donc je reviens avec vous pour vous dire que, voilà, j'ai des angoisses que je voulais... merci à Nene Bamba. Vous voyez des angoisses que je voulais partager avec vous. Et je voulais, à travers ces questionnements, que chaque Ivoirien puisse se poser aujourd'hui pour dire, mais, vous voyez, non, les litiges politiques, divergences politiques, la guerre des politiciens, parce que ce sont la guerre des politiciens, parce que chaque politicien vient avec son imagination, avec ses idées pour une prise de pouvoir. Toutes ces choses-là ont fragilisé, malheureusement, surtout les maquis ethniques. C'est là-bas on prend les malades facilement. Merci. Et tout ça a fragilisé notre société au final. Parce que chacun pense que dans son idéologie, soit son idéologie religieuse, son idéologie ethnique, chacun pense que c'est lui qui est mieux que l'autre. Donc on est arrivé à une fracture où les frères aujourd'hui deviennent des ennemis. Et puis l'amitié qui était entre les peuples, donc l'amitié qui était entre les Ivoiriens, l'amitié a foutu le camp. L'amitié a foutu le camp. Et puis, donc ça fait que les frères d'autrefois sont des ennemis. Et puis notre société est fragile. Et puis on essaie de raccommoder, on essaie d'arranger, on essaie de trouver des solutions. On essaie de dire, mais comment on peut faire pour répartir comme avant? Mais dans tout ça là, il y a un virus qui vient, qui nous frappe. Et puis même au sein même des partis politiques, les partis politiques sont divisés, sont fragilisés. Il y a des clans qui naissent entre les partis politiques. Il y a le clan d'un tel, il y a le clan d'un tel qui combat un autre clan. Il y a le clan de Pierre, il y a le clan de Paul, il y a le clan de Mamadou, il y a le clan de Konaté, il y a le clan de Binaté. Et puis après, tu as d'autres partis politiques. Il y a le clan de Digbé, il y a le clan de Guéhi, il y a le clan de Seri. Et puis il y a ça. Et puis il y a le clan de Kwame, il y a le clan de Kwaku. Ça, c'est dans... déjà, de la fracture sociale. Et puis, les partis politiques même qui sont à la base même de la fracture sociale là, les partis politiques même sont en clan. Quand on regarde ce paysage politique où tout le monde est fragilisé et divisé, la chance que nous avons, on a un homme d'État qui rassure et qui a la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Mes frères, on a un homme d'État qui a la tête de l'État et qui rassure encore le pays. Mais dans cette fracture sociale-là, je touche du bois et je dis, vous qui m'écoutez là, que chacun se pose la question. Si quelque chose arrivait aujourd'hui là, on fait quoi? Aujourd'hui où je vous parle, si quelque chose arrivait là, nous là on fait quoi? La Côte d'Ivoire devient quoi? Vous-même qui êtes au pouvoir, vous devenez quoi? Ceux qui sont autour, ils deviennent quoi? Les partis politiques deviennent quoi? On fait quoi? Pourtant, le monde entier était déjà en guerre. Le monde entier est déjà en guerre contre un virus. Maintenant, si on a problème aujourd'hui, là, on devient quoi? Moi, je ne dors pas. Quand je suis couché, que je pense à ça, je sursaute, je me lève, j'ai peur, je commence à avoir des paniques. Je dis, mon Dieu, comment les Ivoiriens vont s'en sortir? Comment la Côte d'Ivoire va s'en sortir? Et puis je prends mon chapelet, puis je prie. Je dis, Dieu, accorde longue vie au président Alassane Ouattara. Je dis, Dieu, pardonne nos péchés, pardonne lui-même ses péchés parce que personne n'est parfait. Pardonne aussi les péchés de l'opposition. Pardonne les péchés de tous les acteurs politiques. Dieu, prends pitié de nous. Et puis, accorde longue vie encore au président Alassane Ouattara. Parce que je ne sais pas comment on va faire. Il n'y a pas de visibilité.
Je ne vois pas. Comment on va faire? C'est ça que je vais partager avec vous. Et je veux que chacun se pose cette question. On fait comment? À quel moment le parti au pouvoir où il y a des clans là, ils vont finir de se battre entre eux pour pouvoir penser au monde entier qui est confronté au Covid? À quel moment l'opposition va se battre entre eux et puis ils vont trouver quelqu'un? À quel moment? Et puis nous on fait quoi? Voilà Ebola qui est en Guinée-Conakry. Voilà Ebola qui est à la porte de la Côte d'Ivoire. Dans tout ça là, on fait quoi? Il n'y a pas de perspective. On ne sait pas où on va. Les spécialistes, les scientifiques disent 2021 sera pire que 2020. Que le mois de mars même là, on va atteindre 5 millions de morts dans le monde de Covid. 5 millions de morts. C'est ce que les spécialistes disent, les scientifiques disent, il y aura 5 millions de morts. Les 5 millions de morts là, est-ce que c'est Ebola qui va faire des ravages sur le continent? On ne sait pas. Mes frères et sœurs, les gens vont s'asseoir. Ce que je suis en train de vous dire là aujourd'hui, à ce dimanche là, Gouza a peur parce que il a peur. Parce que si la Ouattara n'est pas là demain, elle n'aura pas d'argent. On ne va pas la financer. Les gens sont tellement limités. Voilà comment d'autres vont interpréter. Ne regardez pas l'interprétation des gens. Posez-vous la question. Si vous aimez la Côte d'Ivoire profondément et réellement, si vous aimez vos familles rester au pays, mes frères et sœurs, laissons nos guerres politiques de côté. Le monde est déjà en guerre. Et prions pour l'avenir de notre pays. Laissons nos guerres politiques de côté un instant. Prions pour la Côte d'Ivoire. Le monde est déjà en guerre. Donc, on fait guerre politique par rapport à quoi? On rajoute à la guerre la guerre. On est déjà en guerre. On ne trouve pas solution des guerres avec le virus. Ces guerres politiques-là, on va être dedans tout le temps. C'est pour ça que je voulais interpeller chacun d'entre vous et dire, voyez, j'ai vu sur les réseaux sociaux des clans qui se battent déjà. D'autres pensent déjà à 2025. On ne sait même pas si on va arriver à 2025, mais chacun pense déjà à 2025. Qui sait si on va arriver là-bas? On ne sait pas. Mais avant d'arriver à 2025, là, on n'est pas encore en 2022. Préservons l'unité du pays. Laissons les guerres des clans. Laissons les guerres politiques. Et pensons aux enjeux. Oui, il y a des enjeux. Au fur et à mesure que les difficultés augmentent, les enjeux s'engrandissent, les enjeux là deviennent encore plus. Comment faire pour réussir le quinquennat du président? Comment faire pour réussir l'égalité entre les Ivoiriens? Comment faire pour réussir le social? Car c'est par le social que nous allons réussir à reconstruire l'amitié entre les peuples vivant en Côte d'Ivoire. Nous sommes des frères par la citoyenneté. Mais l'amitié a foutu le camp. Nous devons rebâtir, reconstruire l'amitié entre le nord, le sud, entre le nord, l'ouest, entre l'ouest, le centre, entre le centre et le sud. Nous devons reconstruire cette amitié qui était entre nous. Mais vous pensez que c'est par nos différents problèmes politiques, c'est par référent à des leaders politiques que nous allons réussir ça? Est-ce que vous croyez à ça? Non. J'appelle chaque citoyen ivoirien au bon sens. Et il n'y a pas que les citoyens ivoiriens, je vais appeler au bon sens. J'appelle aussi les autorités, nos autorités,
la bonne gestion des choses. Parce que vous voyez, je dis bonne gestion des choses parce que la fracture sociale découle de là. On consolide ou on déconsolide. J'ai eu des échanges avec des frères et des sœurs il y a quelques jours sur ces questions-là. Sur ces questions-là. Et je leur ai dit, vous savez, le président Alassane Ouattara aime tous les Ivoiriens dans leur ensemble. En réalité. En réalité, le président aime tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Même tous les chefs d'État. Tous les chefs d'État aiment leurs compatriotes. Parce que le rêve d'un homme d'État, quand il arrive aux manettes, c'est de réussir et de prouver à ses compatriotes ce qu'il a de mieux pour eux. C'est le rêve de chaque père, parce qu'un homme d'État est un père de la nation. Mais une fois arrivé au pouvoir, si vous-même, vous n'avez pas l'esprit ouvert, si vous n'ouvrez pas les yeux, vous n'ouvrez pas les oreilles, vous avez le sentiment que le président qui est là, il ne vous aime pas. Parfois, il y a des courtisans, je ne le cache pas. Il y a des courtisans du pouvoir. Les courtisans du pouvoir, là, c'est ceux qui ne veulent pas qu'on approche le pouvoir. Les courtisans des pouvoirs, là, eux, ils ne veulent pas qu'on approche les pouvoirs. C'est ceux-là qui sont la difficulté parfois des pouvoirs. Les courtisans du pouvoir. Les premiers à fuir, quand ça ne va pas là, c'est eux qui font toujours les barrages. Ils ne veulent pas qu'on approche les pouvoirs. Mais en réalité, mes frères et sœurs, je vous parle du fond du cœur. Je vous ai toujours dit, observez Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, ce n'est pas, c'est une relation, c'est une relation sur du long terme. Vous apprenez à l'apprécier avec le temps. Ce n'est pas un coup de foudre. Vous apprenez à l'apprécier avec le temps. Si vous-même, vous êtes capable d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre arme et de le regarder et regarder ses actions, vous allez au fur et à mesure l'apprécier et vous ferez partie des personnes qui tomberont, amoureuses, des personnes amoureuses de Alassane Ouattara. Parce qu'il faut prendre le temps de regarder l'homme, de regarder son travail, de regarder ce qu'il veut et ce qu'il a envie de donner à son pays et à ses compatriotes. C'est les discussions que j'ai eues avec des amis depuis quelques jours. Hors antenne, bien évidemment. J'ai des gens dans la région, par exemple, dans ma région, la région de ma mère, dans le Guémon, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, Gouza Naounou, vraiment, on veut te dire merci, mais on aurait voulu que tu sois élu dans cette localité. Et je leur ai dit, je suis heureuse et satisfaite. Pour moi, je pense que l'objectif, c'est d'attirer le regard de l'État sur des régions en difficulté. Et c'est ce que j'ai fait. Et ils sont contents aujourd'hui de savoir que les travaux de l'université à Diokwe ont commencé. Université à Diokwe ont commencé. Et pourtant, c'était des personnes qui étaient dans leur clan politique et qui disaient, Alassane Ouattara ne nous aime pas de toute façon. Et je leur ai dit, ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Alassane Ouattara vous aime. Aujourd'hui, les mêmes personnes m'appellent et elles sont contentes parce que il y a l'université à Diokwe. Il y aura une université à Diokwe, les travaux ont commencé. Il y aura l'usine de cacao à Diokwe. Usine de cacao à Diokwe. Et les gens sont contents. Et je leur dis, c'est l'œuvre d'un homme. Tout ce que je vous demande, prions pour lui, pour qu'il ait longue vie et que ces actions-là, qu'il les termine et qu'il apporte ce bonheur à tous ses compatriotes. Mes frères et mes sœurs,
Je ne le dis pas parce que c'est que Dieu Koué. Le président Alassane Ouattara a fait des choses dans le sud, des choses magnifiques dans le sud, dans le nord, dans le centre. Aujourd'hui, ce quinquennat, il se tourne vers l'ouest. Il dit, je veux réussir des choses formidables dans cette région. Et je veux profiter aujourd'hui encore dimanche, là où je suis à Menou, pour dire à mes frères et sœurs de l'ouest, Alassane Ouattara vous aime, en réalité. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Parce que je suis ému quand je le dis. J'ai pris le temps d'observer l'homme, de regarder ce qu'il fait, de voir sa méthode de travail. Je vais dire aux enfants de l'Ouest, aux filles et aux fils de l'Ouest, Alassane Ouattara vous aime en réalité. Ouvrez juste vos yeux pour voir la chance que nous avons. Vous trouverez dans tous les partis des courtisans. Vous trouverez dans tous les états des courtisans. Des gens qui n'ont pas envie parfois même que les chefs d'État réussissent. J'ai eu cette discussion avec des intellectuels, parce que chacun a son domaine de compétences. Je leur ai posé la question pour leur dire, je suis inquiète. Le président Alassane Ouattara, il a fait plusieurs réformes. C'est le seul président d'ailleurs, depuis Houphouët-Boigny, qui a fait plus de réformes dans ce pays, structurelles. Il a fait plus de réformes dans ce pays. C'est le seul président qui a un vrai projet de développement pour notre pays. C'est le seul président qui a un réel projet, qui veut bâtir, consolider la Côte d'Ivoire, qui veut apporter le bonheur aux Ivoiriens. Et je pose des questions, ce sont des interrogations. Mais pourquoi il y a des choses qui coincent? Mes frères et sœurs. Pourquoi il y a des choses qui coincent? Pour un président qui fait autant de choses, qui bouge, le président n'est pas jeune. Alassane Ouattara n'est plus jeune. Alassane Ouattara prend de l'âge. Alassane Ouattara a pris de l'âge. Il n'est plus jeune. Il a apporté, il a un vrai projet pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Il a financé beaucoup de projets. Il a financé beaucoup de réformes dans le domaine du social. Au niveau du développement des infrastructures, il a réussi. Au niveau de ça, les routes, les ponts. Souvent, on parle, les gens disent que oui, on ne mange pas les ponts. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les ponts, c'est très important pour pouvoir transporter la nourriture, ce qu'on mange, le riz, pour transporter le gombo, pour transporter la viande, pour transporter la banane, pour transporter les aubergines, pour transporter la graine, pour transporter les matières premières, pour transporter le vivrier. Les routes. Déjà, c'est important. Donc, on s'aperçoit qu'en réalité, les routes précèdent le développement. Les non-éclairés vont vous dire, on ne mange pas les routes. Mais on s'aperçoit que les routes précèdent le développement. Regardez notre pays, la Côte d'Ivoire. Regardez San Petro qui est en chantier. Regardez Gagnoua qui est en chantier. Regardez Dalwa qui est en chantier. Regardez Yamsoukro. Jacques Ville, on n'en parle même pas. Jacques Ville, on n'en parle pas. Jacques Ville est presque devenu Nice. Regardez Abidjan. Tout est en chantier. C'est le seul président qui, en moins de 10 ans, a fait plus que tous les présidents qui ont fait 5 et 6 mandats sur le continent. Et que s'il y a un prix à décerner, c'est Alassane Ouattara, on va décerner le prix du développement. C'est Alassane Ouattara, on va décerner le prix de l'excellence. C'est Alassane Ouattara, on va décerner le prix
de la réussite. C'est Alassane Ouattara va décerner le prix de l'émergence. Ce que je suis en train de vous dire là, je ne fais pas à Talakou. Hein. Je ne fais pas à Talakou. Je ne fais pas à Talakou. Parce que les gens m'ont dit, oui, elle est en train de faire à Talakou d'Alassane Ouattara. Je ne suis pas une griotte. Je suis une citoyenne. Je suis une éclaireuse. Je suis une lanceuse d'alerte. Ce que je dis là, si vous me suivez, il y a des jours quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Je veux qu'on puisse réussir ensemble. Je veux que notre pays ne plonge plus dans la crise qu'elle a vécue. Je veux que la Côte d'Ivoire ne plonge plus dans la crise qu'elle a vécue. Je veux que la Côte d'Ivoire ne soit plus en guerre. Je veux que la Côte d'Ivoire soit stable pour toujours. Je veux que la paix dure. Une paix sociale pour notre pays. Je suis une citoyenne. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé et dit, mais Gouza, tu as vu les milliards, on prend des crédits et puis ça n'aboutit pas. J'ai dit, attention. Le président, quand on dit aujourd'hui le budget de l'État, moi je ne connais pas les statistiques en tant que tout, le budget de l'État de Côte d'Ivoire, quand même on est à entre 12 et 15 milliards d'euros. Je ne sais pas convertir en CFA, donc c'est difficile pour moi, pour la conversion, ça va être compliqué, je vais fausser les chiffres. Je pense qu'on est entre 12 et 15 milliards d'euros. Mais le budget de la France, là, de l'État, là, il a plus de 300 milliards. Hein. Nous, on est 26 millions d'habitants. On est entre... La Côte d'Ivoire est entre 12 et 15 milliards. La France, ils sont à 67 millions d'habitants. Ils sont à plus de 300 milliards d'euros pour leur budget. Donc, entre la France et puis la Côte d'Ivoire, là, nous, on est piquini en bas. Nous sommes piquini en bas. Mais, ce que nous devons retenir et nous devons aider nos États à réussir. Nous sommes des citoyens éclairés et nous sommes des citoyens de lumière. Il y a les citoyens de l'obscurité et puis il y a les citoyens de lumière. En tout cas, moi, je fais partie des citoyens de lumière. Nous devons éclairer nos compatriotes et aider nos États à réussir. C'est nous, normalement, les gardiens de la paix. C'est pour ça que j'invite toujours les Ivoiriens, au-delà même de notre divergence politique. Je vais inviter les Ivoiriens à la conscience collective. Voyez, quand la question m'est posée par rapport à la France, par exemple, en France, 95% du budget est financé par les impôts en France. Moi, je prends des deux pays qu'on connaît. Je prends mon pays, la Côte d'Ivoire, mon pays de cœur, mon pays d'amour, mon pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire. Et je prends en exemple la France. Excusez-moi un instant. Un instant, excusez-moi. Voilà. Donc, je prends... il y a des gens qui disent que l'argent du contribuable, alors que des gens qui sont passés avant lui, quoi, en fait. Voilà, je dis affaire de crédit, là, ils ont demandé à un Ivoirien de cotiser pour le remboursement. Bon, voilà. Donc, je vais dire que le budget de la France est financé par les budgets. Normalement, quand on dit le crédit, quand on dit les crédits, tous les pays sont en crédit. Maintenant, c'est financé par les impôts. C'est quoi les impôts? En France, c'est quoi les impôts? On a les impôts sur le revenu, les impôts sur les sociétés, donc on a les impôts du contribuable, donc la TVA, on a comment on appelle, les impôts des sociétés, donc via l'URSSAF, les cotisations. Donc il y a tous ces impôts-là, c'est-à-dire 95% du budget de l'État français est financé par les impôts. Mais nous, là, nous sommes 24-26 millions d'habitants. Combien d'Ivoiriens payent les impôts? Donc, nous, en Côte d'Ivoire, sur les 12, entre les 12 et les 15 milliards, c'est que les impôts qui doivent rembourser au moins 80 à 90%, logiquement.
de ce budget-là. C'est-à-dire quoi? Les impôts sur l'argent des entreprises de l'État. Donc, d'augmenter le son. Ah, d'accord. Mais je ne comprends pas. Alors qu'on voit bien que c'est un... Donc, alors que c'est par les entreprises de l'État, par exemple, qu'on doit financer nos impôts. Donc, c'est-à-dire, quand je prends, et je pense que c'est sur ça, on va terminer. Pour que, vraiment, 2021, là, pour moi, c'est la sensibilisation, c'est parler de nos institutions, c'est éclairer au maximum les citoyens. Plus les citoyens sont informés, sont éclairés, on peut réussir la conscience collective. Mais si on a des citoyens, on a peu de citoyens dans la lumière et beaucoup de citoyens dans l'obscurité, ça va être très difficile. On est toujours tiré par le bas. Donc vraiment, je vais accentuer ma sensibilisation sur ces questions-là pour qu'on puisse éclairer ensemble la masse. Parce qu'il faut éclairer la masse. Quand on a sur un continent une jeunesse, si 90% de la jeunesse qui est dans l'obscurité, forcément qu'on va avoir des tensions, des crises tout le temps dans la société et que nos pays seront toujours fragilisés. Donc il faut sensibiliser la masse pour réussir à tirer tout le monde par le haut. Voilà, pour réussir à tirer en tout cas 50%, 55% de la masse par le haut. Si on a 55% de la masse qui est par le haut, on peut tenir ceux qui sont en bas. Mais si on n'a que 10 en haut et puis 90% en bas, mais nous tous, on va tomber en bas. Voilà, on va tomber par le bas. Donc, je voulais dire que souvent, nous, les citoyens, nous sommes responsables parfois de la corruption. Je prends le cas de la corruption. Et quand j'en discutais avec un intellectuel chargé de ces questions d'économie, il m'a dit, mais le problème, il dit, mais tu poses des questions tellement intéressantes. Mais tout le problème, quand je pose une question, c'est, mais pourquoi on n'arrive pas à réussir dans tel domaine? Il dit, mais Bouza, c'est la corruption. Je dis, ah, d'accord. Mais pourquoi on n'arrive pas à réussir ici? Il dit, mais Bouza, c'est la corruption. Je dis, ah, pourquoi? Donc, au fait, on connaît les mots qui minent notre société aujourd'hui. La corruption. On connaît les mots qui minent notre société, c'est la corruption. Mais si nous ne sommes pas éclairés, nous les Ivoiriens eux-mêmes, je vais parler de la Côte d'Ivoire, on va entretenir la corruption tout le temps et encourager ceux qui sont en gestion des choses de pratiquer la corruption. Donc il faut éclairer la masse pour qu'on puisse lutter contre la corruption. Parce que le président, dans son discours en décembre dernier au Palais, discours de l'investiture, il a dit il fera de la lutte contre la corruption, et sera au cœur du quinquennat. Donc, aidons le président à lutter efficacement contre la corruption. Et c'est sur ça qu'on va terminer notre entretien aujourd'hui et on va continuer au fur et à mesure sur ces questions de corruption. Je prends un cas. C'est pour ça que je vous ai parlé du budget de l'État. 95% doit être financé. En France, 95% est financé par les impôts. Mais chez nous, là, 95% n'est pas financé par les impôts. Pourquoi? Parce que je prends un exemple du budget de l'État. Le président, quand il est élu, c'est le président qui nomme les DG, ce qu'on appelle les DG des entreprises. Là. Je ne vais pas citer les entreprises, mais au moins on a 33 DG en Côte d'Ivoire. Les DG là. On a 30 à 33 DG en Côte d'Ivoire. Mais ces DG sont nommés par décret, donc c'est le président qui les nomme. Soit le premier ministre qui fait des propositions et puis le président les nomme. Mais prenez les entreprises, c'est qu'on a 30 à 33 DG en Côte d'Ivoire. Et moi, je vais prendre le temps pour lister ces entreprises de l'État. Et puis, on va demander à tous ces DG de faire leur bilan. Et de demander audit sur ces entreprises. Vous allez tous attraper vos têtes. Ça veut dire que les entreprises de l'État, là, qui doivent financer les impôts, là, ils sont en faillite. Les entreprises même sont en faillite. Les entreprises de l'État sont en faillite. C'est dû à quoi? C'est juste la corruption. C'est pas autre chose. C'est juste la corruption. Parce qu'en Afrique, malheureusement, quand on nomme un DG, une fois qu'il est nommé, il pense que c'est sa réussite sociale. La première des choses qu'il fait, il racle dans les caisses de l'État. Alors que c'est les caisses de l'État là qui doivent financer les 95% des impôts. Maintenant, toi, une fois que tu es nommé, toi, tu dois racler dedans. Tu racles dedans. Tu prends tout ce qui vient dedans et puis tu penses que c'est ta richesse personnelle et puis tu es content. Tu joues les dieux, tu es milliardaire. On dit lui là, le DG là, il est milliardaire.
Mais le DG ne peut pas être milliardaire étant donné qu'il a un salaire de DG. Comment se fait-il qu'il est milliardaire? Il est milliardaire comment? Ça veut dire que l'argent de l'État, le contribuable, là, parce que vous me parlez, je suis en train de vous lire, vous me parlez de l'argent. Oui, oui. Vous voyez l'effort que le président Alassane Ouattara fait. C'est-à-dire que s'il n'était pas solide, là, il ne pouvait même pas avancer dans les travaux, le développement dans notre pays. Pardonnez, les marabouts du côté de où c'est là, Kinshasa, là, pardonnez. Et ça, pardon, restez loin là-bas et ça. Vous voyez? Donc, c'est aux citoyens d'être éclairés pour surveiller tout cela. Mais comment? C'est pour ça qu'on dit les élections législatives, les députés sont ceux qui surveillent l'action de l'État. Parce que les députés, là, c'est à eux de surveiller tout cela. Donc, la corruption est à tous les niveaux. Et donc, tant qu'on sera dans la corruption, on aura toujours la fracture sociale. Parce que ça creuse des inégalités. La corruption creuse des inégalités. C'est pour ça que je vous ai dit, le président Alassane Ouattara a un vrai projet pour la Côte d'Ivoire. Il a une vraie vision. Mais aidons-le à réussir. Parce que si nous sommes éclairés, nous allons aider le président à réussir et à traquer tous ces gangsters des entreprises de l'État. Parce que c'est comme des gangsters. Quelqu'un, tu lui as donné la clé d'une banque. Lui, il a volé tout l'argent qui est là-bas. Il est quoi? Il n'est pas directeur de la banque, c'est un gangster. Vous voyez? Donc, la difficulté, elle est là aujourd'hui. Ce sont des sujets que personne ne veut aborder en réalité. Hein. Parce qu'on dit, ah, si j'aborde ça là, on va me fermer ici. Moi, là, je n'ai pas de robinet pour qu'on me ferme. De toute façon, je bois mon eau de bouteille en France. Mais je veux qu'on puisse réussir. Parce que ces questions-là creusent des inégalités et provoquent des crises. Parce qu'il y a des inégalités qui s'écrivent. L'État doit mettre en place des banques d'État qui financent les initiatives individuelles. Ce n'est pas normal qu'il y ait beaucoup d'Ivoiriens qui n'aient pas de compte bancaire. On est tout à fait d'accord. Il faut pour pouvoir gérer aussi l'épargne. Pour gérer l'épargne. Et je vais en venir parce que c'est aussi par l'épargne. Comme en France là. Regardez, chaque année, on dit, ah, le livret A a augmenté de 5%. Le livret A est de tel pourcent. On incite la population à épargner. Donc, c'est avec l'épargne que l'État aussi prend pour travailler. Mais à Côte d'Ivoire, il y a combien d'Ivoiriens qui épargnent? Combien de compte bancaire, compte d'épargne? Donc, tout ça, ce sont... J'ai peut-être parlé de projets. Le président a fait des réformes structurelles. Maintenant, il faut les mettre en application. Il y a plein de choses. Il a fait avancer. Vraiment, il a fait beaucoup de réformes. Donc, je vais dire que aujourd'hui, ceux qui doivent financer le budget, c'est-à-dire que le budget de l'État là, qui doivent payer là, eux-mêmes, ils raclent. Donc, l'État est en déficit. Parce que quand vous prenez les entreprises de l'État là, il y a 33 DG, hein, mais les 33 DG, ces entreprises sont en faillite. L'argent est où? Puisque c'est devenu leur fortune personnelle. Ils oublient qu'ils sont là pour servir l'État, donc le contribuable. Mais ils se sont servis eux-mêmes et ça devient donc... Et tout le monde sait ça dans la société parce que la corruption est à tous les niveaux. Puisque moi, quand je m'avais volé des milliards, pour ne pas que ça arrive chez le président, il fait comment? Je vais fermer la bouche de tous ceux qui sont sur la route. Parce que c'est une chaîne. Quelqu'un qui vole, il s'en va donner un peu à tel ministre. Il dit, mon cher, voilà pour toi. Voilà pour toi. Donc, eux tous là, chacun a pour lui. Mais qui va aller dire au président? Qui va aller dire au président? Puisque moi, on m'a donné, on a volé, on m'a donné aussi. Mesdames, est-ce que c'est moi j'allais dire au président que lui là c'est un voleur? Moi, il n'avait pas dit. Puisque moi-même, on m'a donné. C'est la difficulté de la corruption des États africains. Et c'est un système qu'ils ont tous compris. Hein, ce système de maillerie, c'est dans tous les États africains. Hein, ce n'est pas typique à la Côte d'Ivoire. C'est dans tous les États africains. Ils ont compris le système. Ils savent comment ça fonctionne. Ils ne veulent pas que ça change. Maintenant, ceux qui doivent contrôler ça là, c'est ce qu'on appelle les députés. On dit l'action, le député contrôle l'action du gouvernement. Mais ceux qui doivent contrôler ça là, eux-mêmes là, c'est dans ma maillerie même, eux-mêmes ils deviennent députés. Donc eux là, ils ne peuvent pas parler, ils sont bien de tête. En quelque sorte, c'est comme des prostituées de la République. En quelque sorte, ils ne peuvent pas parler. Parce que toi-même,
C'est dans Mamaeri que tu es arrivé à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu peux venir contrôler quelqu'un? Toi-même, tu es dans Mamaeri. Parce que tu n'es pas propre, tu n'es pas honnête, tu n'es pas sain. Donc, tu ne peux pas critiquer l'action du gouvernement. Si tu parles, tu dis, oh, toi, on connaît ton dossier, hein, on sait comment tu es arrivé ici, donc il faut te taire. Vous voyez, c'est ça le système en Afrique qui appauvrit l'Afrique et qui crée des tensions dans les États africains. C'est ce système-là qui est installé. C'est un système dans lequel ils sont. Ils ne veulent pas que ça change. Hein. Tu vas beau expliquer, tu vas aller les trouver. Ils disent, oh, faut nous laisser, on est habitué à notre truc là ici. C'est comme ça, on est ici. Donc déjà, tu désespères parfois. Tout ce que tu peux faire, c'est de dire, Dieu, protège-nous, sauve-nous, donne longue vie au président pour que les choses avancent un peu. Parce qu'il y a des choses qui bougent et que moi, je sais que d'ici, après les élections législatives, il y aura beaucoup de réformes et il y aura des choses qui vont bouger. Donc, vous, les citoyens ivoiriens, que ce soit de l'opposition, que ce soit du parti au pouvoir, soyons des citoyens éclairés. Même quel que soit notre différent politique et notre opinion politique, quel que soit ce que nous sommes, qu'on soit de gauche, de droite ou de centre, ou PDCI, ou FPI, ou RHDP, on doit être des citoyens éclairés et non s'enfermer dans notre idéologie politique pour dire oui, comme c'est nous la majorité, on est au pouvoir, il y a des choses, on va se taire, on ne va pas dire. Comme on est dans l'opposition, on a envie qu'eux, ils échouent là, nous on va les laisser comme ça, ils vont échouer. Mais si tu es dans l'opposition, que tu souhaites que le pouvoir échoue, mais c'est les Ivoiriens qui ont échoué, c'est la Côte d'Ivoire qui a échoué. Alors que quand on est dans l'opposition, le rôle de l'opposition, c'est d'aider l'État à réussir. Donc, soyons des citoyens éclairés et non des citoyens dans l'obscurité et dans l'obscurantisme. Soyons vraiment éclairés sur ces questions-là. Salut ma soeur, bien parlé, tu es vraiment la fille. Merci, fille élevée de ce niveau. Eh, Daouda Koulibaly, mon Djonché. Vous avez vu mes Djonché là, mes Djonché, mes clients là, il dit que moi ici, c'est mon Djonché qui est là. J'embrasse tous les Sénifaux d'ailleurs, je vous embrasse très très fort. La banque pour la diaspora, une vraie banque qui aide la diaspora à entreprendre. Tous mes projets n'avancent pas trop vite par la banque en face des sont inexistants. La banque de la diaspora, voilà encore une des difficultés. Je vous dire que c'est une question de corruption. Je prends un exemple simple pareil. Regardez, si nous-mêmes les citoyens on était suffisamment éclairés, on pouvait poser ces questions à nos dirigeants ou à nos politiciens ou à nos politiques, voilà, à nos politiques en charge de ces questions-là. Pourquoi? Prenons le cas de le guichet emploi jeune, par exemple. Le guichet emploi jeune, quand le président a financé, parce que le guichet emploi jeune est une réforme financée par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 2000 milliards. Oui, parce qu'on est assis là, on parle de ça, mais c'est des milliards qui ont financé le guichet emploi jeune. Parce que le président, c'est pour ça que je vous ai dit, voyez, le président nous aime. C'est vrai qu'il y a des courtisans qui, l'argent que le président va chercher, ça fait leur affaire personnelle. Sans même qu'ils aient à l'idée qu'ils doivent réussir le commun. Mais malheureusement, c'est l'Afrique. Malheureusement. Mais c'est pas la citoyenneté que nous allons réussir à briser ces liens-là. On va les briser, ces liens-là. Le guichet emploi jeune. Quand le président finance cette réforme de guichet emploi jeune sous le feu Amadou Koulibaly, père à son âme, c'était dans l'optique, l'objectif de ce guichet emploi jeune, c'était de créer 1 million d'emplois pour les jeunes. 1 million par an. Je ne sais pas si vous me suivez. Le guichet emploi jeune, c'était de créer 1 million d'emplois par an. 1 million d'emplois par an sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Donc, sur 3 ans, on devait être à 3 millions. Le guichet emploi jeune devait quand même créer 3 millions d'emplois. Parce que l'objectif, c'est 1 million d'emplois par an. Par an. Donc, si ça fait 2 ou 3 ans, on doit être à 3 millions d'emplois. Mais on a des journalistes dans ce pays. On a de l'opposition dans son pays. Donc, l'opposition doit poser des questions au ministère en charge des questions pour dire, bon,
Est-ce que l'objectif a été atteint? Étant donné que le président a donné, a décaissé, a mis sur la table l'argent pour financer cette réforme. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a les statistiques réelles, parce que je ne parle pas des slogans qu'on lance pour faire de la communication, mais les statistiques réelles, est-ce que l'objectif a été atteint? Est-ce qu'il y a eu 3 millions de jeunes qui ont créé? Est-ce qu'il y a 3 millions de jeunes? Est-ce que c'est à l'opposition intelligente de se saisir de ces questions-là. C'est ça qui permet au chef de l'État de dire, mais attends, l'opposition parle de quelque chose là, alors que j'ai financé ça. Et l'opposition est en train de nous dire qu'il n'y a pas 3 millions de jeunes. Donc, le président est informé que sa réforme a été financée et que l'argent a été détourné à d'autres fins. Et donc, je ne dis pas que l'argent a été détourné parce que je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais je donne des exemples pour que le président puisse aussi avoir l'information que, comment se fait-il que sur moi, les feuilles qu'on m'envoie me dit qu'il y a 3 millions de jeunes, pourtant en réalité, il y a 500 jeunes, par exemple. Donc le président se saisit de ces questions-là. Et donc l'opposition, si elle est intelligente, c'est à elle d'aider le président à réussir. Parce que le président de la République n'est pas un opposant politique en tant que tel à l'opposition. L'opposition est l'opposition parce qu'ils sont opposants au parti, au pouvoir, mais le président de la République est le président de tous les Ivoiriens. Et donc, si le président réussit, c'est pour le bonheur des Ivoiriens. Donc, l'opposition doit aider le président à réussir. C'est d'abord l'objectif de l'opposition, c'est de réussir, aider à réussir. Après, quand ça ne marche pas, l'opposition doit avoir des critiques objectives. Je viens sur... je prends un autre exemple parce que ça m'a été posé aussi comme question pour dire, oui, vous en avez nous au niveau de l'indemnisation des victimes. Le problème, moi, l'indemnisation des victimes de la crise ivoirienne, sur tout l'étendue du territoire, ce sont des questions auxquelles je suis beaucoup, je m'intéresse beaucoup. Mais j'ai constaté que dans ce drame malheureux, il y a des gens qui ont créé des associations des victimes et qui se sont enrichis personnellement. Et parfois, les vraies victimes n'ont pas été indemnisées. Je donne un exemple. Et ça, j'ai des cas concrets comme ça. Mais l'opposition est absente sur ces questions-là. Ce sont les enjeux. Ce sont des questions de société. Mais l'opposition ivoirienne est toujours absente sur les vraies questions. Moi, je vous dis, sur le cas de l'indemnisation des victimes, par exemple, il y a des gens, des marmailleurs, qui ont créé des associations de victimes, qui ont fabriqué des victimes et qui se sont enrichis malheureusement sur les drames, sur ce drame humain. Parce que la victime, c'est drame humain. Mais il y a des gens dans ce pays, en Côte d'Ivoire, qui ont fabriqué des associations de victimes et qui sont allés escroquer, arnaquer des ministères en charge de ces questions-là. Mais ces gens-là ils ne sont pas inquiétés. Ils passent devant jamais la justice. On ferme le couvercle, on laisse et puis on trouve des arrangements. Donc, on est toujours face à ces questions d'arrangement. Il y a des partis politiques qui ont envoyé la liste des victimes. Il y a des associations qui ont envoyé la liste des victimes. Finalement, les vraies victimes, là, ils ne connaissent pas le circuit. On ne les connaît pas. Ils sont assis, ils ont bras coupés haut, ils ont pieds coupés haut, ils ont fesses coupées haut. Personne ne s'occupe d'eux. Donc, voilà des inégalités et ces fractures-là sont des prémices d'une prochaine guerre. Parce que les gens sont assis et puis ils sont là avec de la haine en eux. Mais c'est normal qu'ils soient remplis de haine, puisque on ne s'intéresse pas et on ne s'occupe pas d'eux. On dit on a indemnisé les victimes. Toi, tu as ton parent qui est victime, qui est assis, qui a un pied coupé, il n'a jamais été indemnisé. Mais quand tu regardes la télé, on dit mais les victimes ont été indemnisées. Toi, quand tu t'assois là, est-ce que tu penses que ceux qui viennent s'asseoir à la télévision pour dire que les victimes étaient indemnisées, est-ce que tu peux les apprécier? Est-ce que tu peux les aimer? Non. Parce que tu te dis, mais c'est sur nos souffrances-là, ils se sont enrichis. Donc, vous voyez, ce sont des questions que l'opposition doit saisir. Mais l'opposition est absente. Ils ne sont pas là. Et tout ce qui les intéresse, dialogue politique, ils font exprès, ils créent des tensions pour participer à des dialogues politiques. On revient, ces dialogues politiques, ça dit que depuis 30 ans, des gens dialoguent politiquement, on ne sait pas pour à quelle fin. Parce qu'en réalité,
Le peuple est absent pendant ce dialogue. Les citoyens sont absents, mais c'est des arrangements politiques, des arrangements politiques, des arrangements politiques. Merci, Kamara Mohamed, je t'embrasse, merci. Nassara, merci. Donc, c'est pour ça qu'ils ont envoyé des faux témoins à ces pays en laissant les vrais au pays. Ça a été aussi, Nathalie Zarou, merci. Ça a été aussi malheureusement parce que cette question, je peux en parler parce que je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais je peux en parler brièvement. Parce que ça a été un business. C'est-à-dire que tout était bon pour faire du business. Voilà. Quand le président dit « je finance telle chose », ça devient un commerce, ça devient business. Quand le président dit « je finance ça », on ne cherche même pas à dire « mais quel est l'objectif à atteindre ?» Ils ne sont pas dans... C'est pour ça que je dis parfois, quand tu regardes entre le jour et la nuit, quand il fait jour chez le président, mais il fait nuit chez eux. Et quand il fait nuit chez le président, ben, il fait jour chez eux. Il y a un décalage entre les deux. Il y a un fossé en tout cas, il y a un décalage. Donc moi, parfois, on ne sait pas quoi dire. Voilà. Donc mes frères et sœurs, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, prions pour le président Alassane Ouattara. C'est une chance pour nous. Prions pour tous nos acteurs politiques. Regardez le président aujourd'hui, il a presque 80 ans. Bédier, le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédier, il a 86 ans, peut-être 87 ans. Prions aussi pour lui. Il y a 3 acteurs majeurs dans la vie politique des crises qui ont secoué notre pays. Donc il y a Bédier qui a 86, 87 ans. Prions aussi pour lui. Parce que si quelque chose, je touche du bois, arrivé à Bédier, c'est une partie de la population qui serait fragilisée et que ça peut créer encore une distanciation sociale au sein des Ivoiriens. Regardez l'ex-président, le fondateur du FPI, M. Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il a plus de 75 ans. Il a aussi vieilli, il a pris de l'âge. Prions aussi pour lui, pour que Dieu lui accorde longue vie. Parce que, vous voyez, au-delà même de nos divergences, prions pour que les 3 là aient longue vie, afin de sortir notre pays définitivement de ces tensions inutiles et qu'on puisse réussir à bâtir, à consolider la paix sociale, une paix durable et le plus longtemps possible. Et moi, je vais inviter les Ivoiriens, tous les Ivoiriens de tous bords politiques et de toutes les régions de Côte d'Ivoire, pensons à l'intérêt commun. Pensons à la Côte d'Ivoire. Passons à l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, nous nous battons contre un seul ennemi. Déjà, il y a un ennemi qui nous fait la guerre qu'on ne connaît pas, qui s'appelle un virus, qui change de nom, qui change de caleçon, qui change de t-shirt, qui change de visage. Ça, c'est un virus. On se bat déjà contre lui. On ne peut pas se battre encore entre nous. Restons soudés pour réussir cette bataille et pour gagner et pour terrasser à jamais ce virus. Il faut que nous soyons vraiment soudés. Je vous souhaite que de l'amour. Essayons. Je suis sûr que les Ivoiriens sont capables de recréer l'amitié et de se recréer, de recréer, de consolider l'amitié qui existait entre nos peuples et cette alliance qui était une chance pour nous. Et je vois beaucoup de mes djontiers, les gourous avec les sénoufos qui sont là. Donc je suis très très contente. Je vous embrasse. Recréons encore ce lien qui a sauvé nos aïeux dans le temps. Et aujourd'hui, remettons l'alliance au cœur de notre fraternité pour réussir ensemble la paix dans notre pays. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Bis. Bye bye.